André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous êtes un romancier qui a pris l'habitude de chercher la petite bête dans tous les sens du terme. Vous êtes un auteur toujours en avance sur son temps, mais aussi jamais en retard, afin que vos livres sortent toujours à la même date ou à peu près. Vous signez aujourd'hui une histoire où vous allez à la découverte de vos vies antérieures. Nous allons plus modestement en évoquer une seule, pas véritablement antérieure, à travers des dates beaucoup plus récentes. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, je vous accueille pour la seconde fois dans le Clé d'une vie. J'ai fouillé dans mes archives il y a 2 ans. C'était la 36e émission et vous êtes le 436e invité. Vous voyez, le 36, c'est un chiffre que vous devriez jouer au loto. Très bien. Alors, vous sortez un nouveau livre, La boîte à Pandore, chez Albin Michel, roman annuel, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, je suis parti du principe que votre carrière a évolué à travers vos livres. Donc, je suis parti de 4 dates et de 4 livres. Et la première date, c'est le 14 mars 1991. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est ma naissance, pratiquement, puisque donc c'est le jour de la publication de mon premier roman, Les Fourmis, après 12 ans d'écriture et d'attente. C'est ça, c'est étonnant parce que ce roman, c'est venu, mais vraiment à partir de souvenirs d'enfance, Bernard Werber. C'est surtout, oui, quand j'étais jeune, je restais des heures dans le jardin de mon grand-père à observer des fourmis. Mais c'est-à-dire que je pouvais commencer à les observer vers 14h et à 18h, j'y étais encore à observer. Et pourquoi ? Il me semblait observer une ville. Et j'aurais rêvé pouvoir observer Paris de haut et essayer de comprendre comment marche Paris. Ben là, j'observais la fourmilière qu'il y avait dans le jardin de mon grand-père. Et après, j'ai essayé de les mettre dans des bocaux et de faire de l'élevage. Et tout ça m'occupait durant les vacances. C'était ça ou les colonies, et je détestais les colonies. Et donc, finalement, les fourmis ont été une telle obsession qu'à 16 ans, Bernard Werber, vous avez commencé à écrire un texte. Oui, au début, c'était un scénario de bande dessinée pour un fanzine que j'avais créé dans mon lycée aux Zen à Toulouse. Et ce scénario n'a pas arrêté de grandir au point où l'auteur de bande dessinée m'a dit « Non, là, c'est trop long ». Et moi, j'ai continué encore. Et après, j'ai compris que c'était un premier jet, qu'il fallait que je recommence tout. Et j'ai dû recommencer 100 fois pour arriver à trouver le résultat final qui a donné le roman, oui. Le roman Les Fourmis. Et vous avez écrit, je crois, 1500 pages au départ. Oui. Et mon éditeur, quand enfin j'ai trouvé un éditeur, m'a dit 1500 pages, c'est un concept de saga américaine. En France, on est limité entre 350 et 500 pages. Donc ça serait bien que tu ramènes tes 1500 pages à 350. Et alors, comment vous avez fait ? C'est comme si je m'étais coupé un bras. Je veux dire, la version qui est sortie des Fourmis, c'est la version concentrée, c'est le clip par rapport au long métrage. Et je considère que c'est ça le professionnalisme. Ça consiste aussi à lâcher prise et à renoncer. Donc il y avait 8 grandes batailles, par exemple, dans Les Fourmis d'origine, et j'en ai gardé qu'une. Et les autres, un jour, elles vous resserviront, Bernard Werber ? Les autres versions ? Oui. Alors je les ai perdues lors d'un déménagement et lors d'un problème de virus informatique dans mon disque dur. Et au final, il y a peut-être des éditeurs qui ont, je sais pas, par miracle, vu que j'envoyais le manuscrit tous les ans aux éditeurs, peut-être qu'il y en a un qui a gardé la version de 1500 pages. Ça m'étonnerait, j'en aurais entendu parler, mais non, je l'ai plus. J'ai le souvenir comment il était construit, le livre, et j'ai le souvenir des scènes, mais c'est que dans ma mémoire. Et vous avez même fait à l'époque un reportage sur les fourmis, sur la migration des fourmis. Alors, j'ai fait une école de journalisme, qui était l'école supérieure de journalisme, dans laquelle je me demande si vous n'avez pas été professeur. Oh non, jamais, moi. Non ? Non, jamais. Mais je crois qu'il y a des élèves qui avaient travaillé avec vous comme stagiaires depuis mon école. C'était quelle école ? L'école supérieure de journalisme. Ah oui. Laurent Fontaine. Oui, exactement. Voilà. Laurent Fontaine a débuté avec moi. Il m'a oui. dit, j'ai travaillé avec Jacques Pessy. Et donc il y avait un concours qui était proposé de la meilleure idée de reportage. Et j'avais proposé les fourmis maniants carnivores de Côte d'Ivoire. Et je crois que j'ai été sélectionné parce qu'ils se sont dit jamais il aura le culot d'aller patauger au milieu des fourmis qui tuent tout le monde. Donc ils m'ont financé le reportage et je me suis retrouvé en Afrique, en pleine jungle, à suivre des fourmis qui avançaient comme un ruisseau et qui détruisaient tout sur leur passage. Alors ce qui est étonnant, c'est que les fourmis, bon, c'est pas un sujet sexy au départ. Pas du tout, c'est le pire sujet. D'ailleurs, quand j'étais au Nouvel-Obs, ils me disaient « Attends, t'as choisi un sujet qui ne peut pas être ni publié, ni intéresser les gens. » Qui s'intéresse aux fourmis à part pour en débarrasser sa cuisine, c'est tout. Et finalement, donc, vous avez trouvé une solution, c'est les fourmis et une histoire parallèle.
Exactement. La première version des fourmis, je voyais bien autour de moi. Donc, c'était 1500 pages de vie des fourmis. Même en manière romanesque, les gens avaient du mal à avancer. Puis, j'ai rajouté cette histoire du mystère d'une cave dans laquelle un scientifique a créé une machine pour parler aux fourmis. Et là, à tous les coups, les gens qui commençaient le livre étaient emportés. Donc, en fait, il m'a fallu 12 ans pour comprendre le mécanisme du suspense. Et oui, c'est un art précis. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes journaliste scientifique, voilà, et vous devenez romancier. Et comment on comprend les mécaniques du suspense, Bernard Werber? Ça se résume à un mot, frustration. Il faut donner un désir au lecteur d'avoir quelque chose et ne pas lui donner. Un peu comme, comment dire, comme si on vous disait, tiens, il y a un délicieux gâteau, mais tu vas devoir attendre un tout petit peu avant de le manger à un enfant. Et si dès le moment où on a donné le gâteau à l'enfant, le gâteau l'intéresse plus. Mais tant qu'on l'a pas donné, ou la relation amoureuse, dès le moment où, comme on dit, le moment le plus érotique, c'est le moment où on suit la jeune fille dans l'escalier, là, il y avait un escalier à créer et une tension à créer. Et cette tension, en fait, c'était dans cette jonction entre le monde des fourmis et le monde des humains, à travers le roman, dont on savait pas est-ce qu'ils allaient se retrouver et qu'est-ce qu'il y avait au fond de cette cave. Donc, créer du mystère, créer de la frustration, c'est ça le suspense. Alors, Les Fourmis, Bernard Werber, est un succès immense. Comment vous l'avez vécu? Vous avez été surpris? Alors, d'abord, peut-être le fait que j'ai attendu 12 ans avant que le livre soit publié, pour moi, le fait qu'il soit publié, c'était la finalité de l'expérience. 1, j'avais qu'un seul livre à faire, c'était Les Fourmis. 2, j'avais qu'un acte que je souhaitais, c'était qu'il soit publié. Dès le moment où il a été publié, je me suis dit, ma vie elle n'a plus de raison de se poursuivre. Donc, j'ai eu envie de me suicider. Ah, carrément. Oui, mais c'était très, comment dire, c'était pas de tristesse, c'était une poule a pondu un œuf et maintenant elle veut rester sur ce bon effet. Alors vu qu'en criminologie j'avais appris comment me suicider proprement, je suis allé chercher mes cours de criminaux et j'ai vu que ça demandait un petit peu d'aménagement et que proprement c'était difficile à faire. Donc j'ai dit à ma compagne, écoute, je crois qu'il faut mieux que tu me laisses pas une seconde tout seul. Tu restes juste à côté et puis ces jours-ci tant pis, tu vas dire à ton boulot que tu veux pas venir, mais il faut que tu restes à côté de moi, il faut pas que tu me laisses. Et les jours ont passé et quand j'ai vu que personne ne comprenait rien, notamment chez les journalistes, à mon roman, je me suis dit tiens, il faut que j'écrive la suite pour pouvoir expliquer, parce que là je croyais que tout le monde allait comprendre et personne n'a rien compris. Enfin, les journalistes n'ont pas compris. Mais donc, le public a compris, oui. Le public a compris, oui. Et ça vous a surpris que le public adhère autant à votre livre? Le public aime la nouveauté. Les journalistes aiment le monde connu parce que comme ça ils peuvent en parler. Donc les quelques qui faisaient juste que dire c'est comme Metterling qui parle des fourmis ou qui faisait juste ou faire des évocations de La Fontaine, c'était juste sur l'animal. Le public a compris que je parlais de l'humanité. En fait, ça parlait des fourmis pour dire nous sommes peut-être les fourmis d'une autre civilisation. Nos deux civilisations, les fourmis et les humains, sont parallèles. Maintenant, les deux peuvent s'apporter des informations. La seule différence entre les fourmis et les hommes, la plus grande différence en dehors de la taille, c'est que les fourmis étaient sur Terre il y a 120 millions d'années, alors que l'homme est sur Terre que depuis 3 millions d'années. Donc c'est une espèce vraiment aînée qui a des choses à nous apprendre, selon moi. Alors justement, les fourmis, on en a très peu parlé à la télévision avant vous. Il y avait juste un feuilleton dans les années 60. Il était une fois un charmant petit garçon qui s'appelait Jo. Tous les gens l'aimaient et même les animaux. Alors ce feuilleton, c'est Jo chez les fourmis. C'est le générique, c'était Jean Image, qui a fait un dessin animé avec un petit personnage qui allait dans le royaume des fourmis. Et ça a eu beaucoup de succès. Je ne savais pas, je suis né en 61, donc c'était juste l'année avant ma naissance. Exactement. Mais je connais Jean Image, par contre. Voilà. Alors, le succès, quand même, vous y attendiez, Bernard Werber? Alors, j'ai eu la chance que ça a été tellement lent et progressif que ça m'a pas fait un coup je suis au chômage, inconnu et pauvre, et tout d'un coup je deviens riche, célèbre et en tête des meilleures ventes. Ça s'est fait très lentement et tout d'un coup j'ai vu que quand je faisais des dédicaces, il commençait à y avoir du monde. Puis après tout d'un coup j'ai vu que dans ma feuille d'impôt je gagnais plus avec ce que me rapportait le livre que ce que me rapportait ma pension de chômage. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu écrivain, mais il n'y a pas eu un moment, tiens, Tchac, t'as basculé de rien du tout à écrivain célèbre. Voilà. Et il s'est passé ensuite d'autres choses, car vous avez continué en évitant le chômage. Et on va en parler à travers une autre date, le 28 janvier 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Les clés d'une vie sur Sud Radio avec mon invité Bernard Werber. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs qui nous sont chers et qui vous sont chers, à travers une date, 28 janvier 1994, sorti d'un autre livre, lequel? Les thanatonautes. Exactement. Qu'est-ce que c'est comme terme, les thanatonautes? C'est un mot que j'ai inventé, mais qui a la véritable racine
grec qui pourrait correspondre à ce concept, c'est Thanatos, le dieu de la mort, et Notis, qui signifie explorateur. Donc c'est les explorateurs du continent des morts. Et c'est un livre sur qu'arrive-t-il une fois qu'on est décédé, comment se passe cette fameuse NDE ou EMI, c'est-à-dire Near Death Experience ou expérience de mort imminente, ce moment où qu'est-ce qu'il y a après le tunnel et la lumière. Voilà. Justement, c'est un livre où les héros essayent de percer les mystères de la mort. Oui, je m'étais basé en fait sur The Right Stuff, le film où les gens essayaient de passer à la conquête de l'espace. Et je me suis dit, je vais utiliser la même structure, c'est-à-dire des sortes de pionniers de la découverte d'une nouvelle dimension, mais non plus de l'espace, mais de l'après-vie. Et ma grande idée, c'était le continent des morts est un continent à explorer au même titre que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et le fait d'arriver sur la plage, c'est que le début. Après, il faut rentrer dans les terres et découvrir le continent des morts avec les différents niveaux de territoire qu'il y a à l'intérieur. Et comment vous est venue cette idée ? Ça m'est venu de la mort de mon grand-père. J'avais 13 ans et on a fait sur lui de l'acharnement thérapeutique. Et il réclamait de mourir et on ne le laissait pas mourir parce qu'on voulait le faire survivre malgré lui. Et je me suis dit, il y a un rapport malsain à la mort actuellement, puisqu'on fait survivre les gens malgré eux. Ils n'ont même pas le droit de mourir tranquillement. À partir de là, j'ai fait un grand reportage pour le Nouvel Observateur sur les Near Death Experience, dans lequel j'ai cumulé tous les témoignages et tout ce qu'il y avait comme données et scientifiques et spirituelles. Et il s'avère qu'au dernier moment, cet énorme dossier, qui devait faire 20 pages dans le Nouvel Observateur, a sauté parce que ma rédactrice en chef a eu des prix pour des vêtements de mode. Et donc elle a dit, donc on va faire un dossier sur la mode à la place de votre dossier. Je suis resté avec ce dossier. Et donc j'en ai fait un roman. Et finalement, ça a été un roman étonnant, car aujourd'hui encore, Bernard Werber vous parle de ce livre. Oui, peut-être du fait du titre très bizarre qui au début a été un handicap. Maintenant, le mot thanatonautes, il ne se trouve que là-dessus. Et au début, je me suis dit, ça va être un challenge de bien le prononcer. Parce que c'est pas simple à prononcer, il y a des T, des N, des T partout. Et quand les quelques tests que j'ai fait sur quel est votre livre préféré parmi mes 24 maintenant, c'est toujours les thanatonautes qui arrivent en premier. Mais c'est en même temps un livre un peu maudit, puisque c'est mon plus grand échec. Quand le livre est sorti, mon éditeur a dû en tirer 70 000 exemplaires, ils en ont vendu 10 000, donc il y a 60 000 qui sont partis au pilon, ce qui pour moi signifiait, bon, ça y est, c'est fini, ma carrière est terminée. Et c'est bien plus tard, quand c'est sorti en poche, que là, à ce moment-là, il y a eu un véritable bouche à oreille, et les gens se sont dit, c'est un truc complètement nouveau, et qui ressemble à rien de connu, et ça, il y a eu un réel engouement pour ce livre, qui existe encore. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui est étonnant avec vous, Bernard Werber, c'est qu'il y a toujours du nouveau. Vous cherchez toujours le sujet que personne n'a traité. Oui, mais en France, on n'est pas très fan de la nouveauté. On est plutôt dans les récits historiques et sont des nostalgiques du nouveau roman. Donc c'est très difficile d'arriver à faire passer des concepts nouveaux, en tout cas dans les médias. Je crois que le public aime bien être surpris, mais pas le milieu littéraire. Alors il faut que j'arrive à faire une sorte de réseau underground pour faire passer mes idées, mais cette place me convient. Oui, parce que finalement, le milieu littéraire vous attaque régulièrement sur vos livres. Ils me connaissent pas. Ah bon ? Ils me connaissent pas. Et je peux l'expliquer ça très simplement, c'est qu'au lycée, quand on m'attaque sur le concept que je suis un best-seller sans leur autorisation. Mais il y a une section littéraire, il y a une section scientifique. Et donc, moi je me rappelle quand j'étais dans l'Observateur, le journaliste me disait, tu sais, nous on lit pas les pages sciences parce que la science c'est pas notre truc. Donc pour eux, la littérature a des codes précis et surtout elle ne doit pas flirter avec la science. Et moi j'essaie de faire une passerelle entre les deux, ce qu'on appelle à tort la science-fiction, mais je dirais plutôt la science mise en fiction, mais la science et la spiritualité. Et le fait que je sois un peu un objet littéraire non identifié ne facilite pas les choses. Oui, c'est pas la fiction avec les critiques, c'est la friction plutôt. Oui, mais je vous dis, la plupart des gens qui disent du mal de mes livres ne les ont pas lus, donc ça va, je suis assez tranquille. D'ailleurs, des fois, il y a des critiques qui disent on l'a pas lu, mais on trouve scandaleux qu'il y ait des lecteurs. Bon. Moi, c'est clair. Alors, les thanatonautes, c'est quand même on s'interroge sur la vie après la vie, et vous avez trouvé des réponses qui sont valables pour les croyants comme pour les athées. J'essaie
de ne pas dire je détiens une vérité ou j'ai une connaissance ou j'ai une croyance. Je dis juste, regardez, tous les textes racontent à peu près la même histoire, qui est lorsque vous mourrez, votre esprit quitte votre corps et après s'élève vers la lumière et finalement se retrouve à faire un petit point pour être jugé avant une réincarnation. Maintenant, j'ai essayé de retrouver dans le Bardo Todol, dans le livre des morts égyptiens, mais aussi dans la Bible, en quoi ce scénario est évoqué, et c'est toujours le même. Donc la question, au-delà de j'y crois ou j'y crois pas, c'est pourquoi toutes les religions dans le monde, y compris les Mayas, y compris les Chinois, racontent exactement le même récit. Alors justement, la vie après la vie, c'est un sujet qui a évoqué quelqu'un. Alors je vais vous faire entendre une chanson qui a un rapport avec ce sujet. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va Alors pourquoi très bien. cette chanson? Parce que l'auteur de cette chanson, qui a été un immense succès, c'est Paul Misraki. Et Paul Misraki est celui qui a traduit le livre de Raymond Moody, La vie Oui. après la vie. Je ne savais pas. Voilà, et c'est lui qui a lancé Moody en France, en dehors des chansons qu'il a composées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous touche, ce livre-là, vous a fait... Je l'ai rencontré, Raymond Moody, et en effet, la mode des Near-Death Experience est due à ce livre. Mais lui, c'est un essai, c'est-à-dire lui, il est dans c'est comme ça et puis c'est tout. Le grand avantage d'être romancier, c'est je vous raconte quelque chose, vous en faites ce que vous voulez selon vos convictions. Et je considère que un roman est là pour poser des questions, pas pour apporter des réponses ou des certitudes. Et l'inventeur que vous êtes, Bernard Werber, a également inventé la philosophie fiction. Qu'est-ce que c'est? Parce que je crois qu'à l'époque de Jules Verne, l'avenir c'était dans la science, et qu'à notre époque, on s'est aperçu que la science n'était qu'un outil, mais pas une finalité, et que la vraie évolution va se faire au niveau de changement de mentalité. Et ça, c'est de la philosophie. C'est répondre à ces trois questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et aussi élargir sa conscience pour arriver à comprendre l'univers et le monde. Et élargir sa connaissance, puisque chacun de vos livres est précédé d'une longue enquête, et avec des scientifiques et des gens très sérieux qui, eux, vous écoutent, Bernard Werber. Oui, parce que souvent les scientifiques aiment la science-fiction et le fantastique, et ils ne sont pas bloqués par est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Ils sont dans quelle perspective nouvelle offre un livre. Mais je crois que des auteurs comme Isaac Asimov, Frank Herbert, même Jules Verne ou même Aldous Huxley ont inspiré des scientifiques. Par exemple, chaque fois qu'il y a des lois sur la génétique, on évoque le meilleur des mondes. Donc il y a un moment où la science-fiction peut changer les lois, il peut changer les recherches scientifiques, et je trouve ça formidable. Le travail des auteurs dits de science-fiction est d'être des visionnaires, d'avertir des dangers, et en même temps de montrer l'intérêt d'aller dans de nouvelles voies de recherche. Voilà, les recherches aussi se sont faites sur une dame qui s'appelle Pamela Reynolds. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Cette femme a souffert d'un anévrisme, elle a été opérée, et on a abaissé sa température, et finalement, elle s'est réveillée, et elle a raconté avoir vu toute son opération se dérouler devant elle. Et ça a beaucoup intrigué les scientifiques. Oui, il y a beaucoup de descriptions de gens qui sont sortis de leur corps et qui disent avoir vu... c'est le nombre de témoignages qui est troublant, là encore, mais tant qu'on n'aura pas un outil qui permet de vérifier où va une âme qui sort d'un corps, ça reste du domaine de la spéculation, et tant mieux, comme ça, c'est du domaine romanesque. Oui, et Paul Misraki, dont on parlait tout à l'heure, m'a un jour expliqué qu'à 29 ans, il a fait une expérience pour sortir de son corps, il est sorti, il a eu du mal à rentrer, et il n'a plus jamais recommencé. Oui, ben justement dans le livre des morts tibétains, on dit ne faut pas faire n'importe quoi, il faut pas sortir de son corps sans se couper de ce qu'ils appellent leur cordon d'argent. Si votre cordon d'argent est coupé, vous pouvez plus revenir dans votre corps, et vous pouvez vous faire piquer votre corps par un esprit qui passe. Enfin, dans le livre des morts tibétains, c'est très bien décrit, et c'est vraiment décrit de la même manière que dans le livre des morts égyptiens. Donc il y a un moment, en tout cas dans le doute, mieux vaut ne pas sortir de son corps n'importe comment. Donc, on va sortir accompagné, voilà. Nous, on va sortir quelques instants, mais on va se retrouver très très vite pour la suite des Clés d'une vie, avec une autre date, le 4 octobre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Werber. Sud Radio, les Clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les Clés d'une vie, celle de Bernard Werber. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent, qui vous lisent et qui vous aiment. Et il y en a un paquet, à travers une date, 4 octobre 2006. Sorti d'un autre livre, Le Papillon des étoiles. Alors, Le Papillon des étoiles a une histoire un peu particulière. C'est que j'étais sur le tournage de mon film Nos amis les terriens, produit par Claude Lelouch, donc je me retrouvais réalisateur, scénariste et aux manettes d'une équipe de 200 personnes. Et c'était un peu stressant, ça démarrait à 6h du matin, ça finissait vers 9h le soir.
Et c'était tellement stressant que je me suis dit, tiens, pour me détendre, je vais écrire une histoire rapide sur une histoire qui me hante depuis longtemps, c'est que se passerait-il si on devait quitter la Terre et coloniser notre planète. Et j'ai écrit ce livre dans la joie totale et dans le sentiment de faire un livre très ludique, très simple. Et j'ai mélangé 2 concepts. Le premier concept, c'était une médium qui m'avait dit « Vous avez fait partie de l'équipe qui a colonisé la Terre, donc la médiumnité. » Et le deuxième, c'est un ami qui m'avait instruit sur la propulsion photonique. C'est-à-dire, il m'avait dit, si on doit vraiment faire des grands voyages dans l'espace, il faut plus utiliser des carburants, des combustibles. Il faut utiliser la propulsion par l'énergie photonique, c'est-à-dire le rayonnement des étoiles. Mais pour ça, il faut des voiles immenses. Donc des voiles immenses, j'ai pensé à une sorte de papillon qui ait des voiles grandes comme l'Australie, avec un vaisseau qui fasse 32 km de long, 1 km de diamètre, et qui comprenne 144 000 personnes pour un voyage qui allait durer 1200 ans. Et en plus, votre héroïne est une navigatrice. Oui, parce que du coup, j'avais cette image d'une jeune fille à un gouvernail en train de diriger un vaisseau spatial, mais comme on dirigerait un voilier. Et je trouvais ça très beau. J'imaginais ses cheveux très longs et elle tenait le gouvernail et elle faisait son point par rapport aux étoiles directement avec toute cette population qui était l'espoir d'une renaissance de l'humanité. Et encore une fois, vous avez innové, car aujourd'hui on parle d'environnement, on parle de protection de la planète. Dans le papillon des étoiles, le sujet est traité avec 12 ans d'avance, Bernard Werber. Il y avait cette phrase, un jour, si on n'arrive pas à nous arranger pour sauver la planète, il faudra bien partir. Et on a toujours ce choix, c'est combattre, inhiber ou fuir. Combattre, ça sert à rien. Inhiber, ça veut dire qu'on devient tous malades. On fait rien et on attend que ça s'arrange tout seul. Ça s'arrange pas tout seul, on devient malade. Et fuir, moi, ça m'a toujours semblé la bonne solution pour tous les problèmes. Déplacement géographique, vous avez un problème à l'endroit A, vous allez à l'endroit B, vous allez voir votre problème, d'abord, vous le comprenez mieux, et tout d'un coup, vous trouvez plein de solutions. D'ailleurs, tous mes amis qui ont des coups de baisse de morale ou petits coups de dépression, je leur dis voyagez, vous allez voir, le seul fait de se déplacer, ça vous permet de comprendre. Et là, je crois que mes personnages du papillon des étoiles, en partant pour un voyage de 1200 km vers un autre... 1200 ans 1200 ans, mais vers un autre système solaire, ils sont forcés de comprendre ce qui s'est passé sur Terre, mais avec recul et un peu trop tard. Alors, vous faites intervenir dans ce livre Bernard Werber, l'agence spatiale, en disant qu'elle ne croit pas du tout à votre théorie, et finalement, on n'en est pas si loin que ça aujourd'hui. Oui, parce que la propulsion photonique, c'est la propulsion d'avenir, et vous savez, moi j'ai vu des expériences de vaisseaux spatiaux sous forme de robots, des sondes qui ont été lancées. Ils ont une sorte de substance qui s'appelle Kevlar, une substance très fine comme un miroir, et ça a fait vraiment avancer dans le vide un vaisseau. Vous savez, il y a ce truc qui s'appelle radiomètre de Crookes, qu'on voit parfois chez les opticiens. C'est cette sorte de petite boussole qui tourne très vite quand on met de la lumière. Ça montre que la lumière, en fait, appuie sur la matière et la fait avancer. Et ça encore, on vous a pris pour un fou lorsque le livre est sorti. Je crois que la plupart des gens croient que, par moment, que je délire, alors que je me base sur des choses scientifiques, mais vous disiez tout à l'heure que les scientifiques me lisent. Vous savez, la réalité est tellement dingue, la science est tellement merveilleuse qu'elle est par moments pas crédible. Mais c'est déjà bien de poser l'idée, que les gens commencent à réfléchir dessus, même s'ils disent c'est quand même faire un voyage 1200 km, c'est impossible. En plus, tous les gens qui vont partir de 1200 ans, ouais. En plus tous les gens qui vont partir vont mourir. Oui, mais ils vont faire des enfants dans le vaisseau et c'est des générations qui vont succéder dans le vaisseau spatial jusqu'à la dernière qui va toucher, qui va arriver à cette planète. Et là encore, vous avez pris vos risques scientifiques en réalisant des théories que personne n'approuvait à l'époque. C'est le grand avantage de ne pas être scientifique, de ne pas avoir la blouse blanche et d'être un chercheur faisant partie du système officiel, c'est qu'on peut se permettre de lancer des théories qui ne sont peut-être pas validées encore par la technique, mais qu'on peut espérer qu'ils soient validées un jour. Donc on peut faire la prospective en fait. Et en même temps, finalement, aujourd'hui, on arrive à des choses très étonnantes. Il y a un milliardaire qui s'appelle Yusaku Maezawa
qui va être le premier milliardaire à acheter un billet pour tourner autour de la Lune. C'est quand même, c'est un Japonais, il a dépensé beaucoup d'argent, il est très riche, il a fait fortune dans le vêtement en ligne, mais une fortune colossale. Et maintenant, on ne pouvait pas imaginer quelqu'un qui allait faire le tour de la Lune comme ça pour le plaisir. Un touriste de l'espace, Bernard Werber. Nous sommes en pleine science-fiction. J'ai rêvé que tout cela arrive et on y est. On est à la voiture électrique, on est avec le smartphone, on est avec la connexion Internet. Toutes ces choses-là, quand j'étais petit, je me disais j'aimerais un jour que ça arrive. Et voilà, l'histoire accélère et maintenant on va faire du tourisme autour de la Lune. Cela dit, les voyages dans l'espace, pour l'instant, ça donne une sacrée migraine. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la plupart des cosmonautes vomissent. Ils sont très... Pour l'instant, c'est pas confort. Hein. Ils sont très mal. Oui, mais en même temps, ils le font. Et vous auriez aimé faire un voyage dans l'espace, vous-même? Dans l'état actuel, non. Plus tard. Mais si la Terre se dégrade, moi, construire le papillon des étoiles et partir avec 144 000 personnes, ça me semble entièrement envisageable. Et puis, il y a aussi des gens qui ont essayé les premiers voyages. Il y a le cas d'Howard Hughes, qui était un cas très spécial, puisque lui, il a fait des voyages avant tout le monde. Howard Hughes, c'est le milliardaire qui aime les avions et l'industriel. En fait, c'est un peu l'Elon Musk avant l'heure. Mais ça se peut que les grands voyages soient lancés par le privé. C'est la grande nouveauté. Avant, on pensait que la NASA ou le SA. Et ça se peut que maintenant, Amazon, Google ou Apple lancent leurs fusées. Et tant mieux, ça va accélérer le phénomène de découverte de l'espace. Mais Howard Hughes était très particulier. Il ne payait jamais d'argent sur lui. Il notait sur un bout de papier, il signait, il envoyait ses collaborateurs payer. Et un jour, il entre dans un restaurant, on lui refuse une table, il a acheté le restaurant pour pouvoir dîner. C'est assez étonnant. Il y a aussi la pollution. Et là, dans vos livres, on comprend que vous êtes l'un des premiers à avoir traité ce sujet, Bernard Werber. Vous pensez à ma nouvelle « Et l'on pondra tous les pollueurs ». Exactement. Et l'on pondra tous les pollueurs, c'était juste un moment... il y avait un bilan, on disait bon il y a plus que quelques années, si on se reprend pas, on est foutu. Enfin, la Terre ne pourra plus gérer tous les déchets. Je me suis dit donc il faut vraiment se reprendre. Mais comme un enfant qui fait des bêtises, il faut lui dire si tu fais encore une bêtise, tu vas avoir une fessée. J'ai imaginé une sorte de président de l'ONU qui dise maintenant c'est simple, le premier qui pollue, on le tue. Voilà. Et il n'y aurait pas beaucoup de monde sur Terre si on faisait ça. Hein. Ah non, mais à partir de maintenant, vous savez, comme faut plus rouler vite, comme il faut plus fumer en public, il faut plus polluer. Donc interdiction des moteurs de voitures à essence, interdiction de tout ce qui fait de la fumée, interdiction de tout ce qui pollue, et ceux qui veulent malgré tout polluer, on les exécute. Et pour servir d'exemple pour les autres aussi. Mais ça se peut que on arrive à ce genre de solution extrême, et c'est pour ça que la science-fiction permet de réfléchir dessus. Est-ce que pour la survie de la planète, on n'aurait pas intérêt à punir tous ceux qui polluent? Je lance le débat. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, là dans la nouvelle « Et l'on pondra tous les pollueurs », j'ai une hypothèse de futur possible. Alors, le présent avant le futur, sont vos traductions. J'ai fait le compte. Vous êtes traduit dans 35 pays. Est-ce que vous mesurez ça, Bernard Werber? En fait, je crois que quand on écrit déjà avec une volonté. Moi, ma volonté, c'est l'espace et le temps. Je considère que le meilleur critique, c'est le temps. C'est-à-dire, si mes livres arrivent à résister au temps, ça veut dire qu'ils étaient bons. Et le deuxième élément, c'est l'espace, à savoir, est-ce que l'histoire continue à avoir du sens pour des Chinois, pour des Coréens, pour des Japonais, pour des Africains, pour des Brésiliens. Et j'essaie de trouver un langage universel. J'écris pas du franco-français avec du style sur 10 lignes pour avoir le Goncourt. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir au sens du conte, de la saga, du grand récit d'aventure, parce que ce genre de littérature touche le grand public, y compris les non-lecteurs, y compris les jeunes, c'est la littérature d'évasion dans le sens le plus noble du terme. Et je crois que la Corée du Sud et la Russie sont deux pays où vous êtes star. La Corée du Sud et la Russie, oui, probablement parce qu'il y a une jeunesse qui est à la recherche de nouveautés et qui en a marre qu'on leur sorte tout le temps les vieux livres psychologiques d'autofiction, ce qui est un problème aussi en France. Mais là-bas, les journalistes sont beaucoup plus ouverts à ce qui pourrait passer pour du fantastique et de la science-fiction. Et vos livres se vendent aussi bien que certains classiques que vous avez lus dans votre enfance, Bernard Werber, comme La Guerre des boutons, qui était votre premier livre. Le premier livre, oui. Et ce que j'ai compris dans La Guerre des boutons, c'est qu'il faut storyboarder les romans, c'est-à-dire qu'il faut créer un film dans la tête de la personne qui le lit. Et pour ça, il faut du mouvement, il faut de l'action.
le moins de blabla possible et le plus de visuel. Et je crois, après j'ai trouvé ça chez Jules Verne, évidemment, chez Edgar Poe, mais je crois que c'est important de faire que les personnages, vous savez, un peu comme le cinéma, il faut de la générosité. Si vous avez juste des gens qui sont à table en train de faire le point sur l'histoire en la racontant, en l'expliquant, au bout d'un moment on s'ennuie. Et par contre, si vous montrez de l'action, si vous montrez des scènes d'amour, des scènes de guerre, des scènes de course, des découvertes, on est dans un cinéma, dans une littérature cinéma plus généreuse. Voilà. Et à propos de cinéma et de la guerre des boutons, il y a une phrase qui n'est pas passée inaperçue, qui est aujourd'hui un classique. Ah ben la vie, si j'aurais pas venu. Film d'Yves Robert en 62, avec Martin Lartigue, qui dit « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Et c'était pas dans le roman initial en plus, hein. Louis Pergaud ne l'avait pas écrit, ça. C'est Yves Robert, dans ce film auquel personne ne croyait, un peu comme vos livres, qu'il a imaginé. Et je sais pas si vous le savez d'où elle vient, cette phrase. Non. Eh ben, c'est Jean-Baptiste Carpeau, le sculpteur, qui l'a un jour prononcé, il y a très longtemps, et Yves Robert est tombé dessus et l'a prise pour le film. Il y a une autre phrase qu'on croit qui fait partie du roman et qui n'en fait pas partie, c'est élémentaire, mon cher Watson, Exactement. qui n'est dans aucun Sherlock Holmes et qui est apparu, en effet, dans les films. Et puis, il y a un auteur aussi qui vous a marqué, c'est Philippe Dick, Bernard Werber. Oui, alors là, ça a été une révélation. J'avais un ami qui ne lisait que Philippe Cadic et je me disais, il faut vraiment être limité pour lire qu'un seul auteur, mais j'ai voulu savoir. Et quand j'ai découvert Le Maître du Haut-Château et Ubik, j'ai eu le sentiment que ce type était une sorte de visionnaire qui allait beaucoup plus loin que tous les autres auteurs. Alors, Philippe Cadic était schizophrène, était drogué, était un énorme bosseur, une formation de philosophe, mais j'ai l'impression tout d'un coup de voir une pensée d'un homme du futur. Et c'était tellement puissant que, au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire tout le reste pour ne lire que Philippe Cadic. C'est comme la découverte d'un papa. J'ai eu 3 papas en littérature. 4 peut-être. Jules Verne, le plus ancien, mais après Isaac Asimov, Frank Herbert et Philippe Cadic. Et il est important, je crois, pour tout écrivain, d'avoir des idoles, d'avoir des maîtres, d'avoir des gens qui vous disent la direction elle est par là, essayez de faire mieux. Et Philippe Cadic, il y a une anecdote, il sort un premier livre, il l'achète chez le libraire, il y a une dame qui s'avance vers lui, qui dit « Vous lisez ce genre de truc ?» Il répond « Oui, mais je les écris aussi. » Je la connaissais pas, merci. Mais c'est un garçon qui avait énormément d'humour et surtout, il a sorti une phrase qui est « La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire », qui a servi notamment à faire Matrix, qui a servi à faire tout ce qu'on a vu après comme livre sur la réalité. Mais en tout cas, j'avais jamais pensé qu'est-ce qui me prouve que ce que je vois autour de moi est vrai et est-ce que je ne suis pas dans un monde d'illusions. Et ça a été écrit en 1960 quand même. Et en 2016, le 4 octobre, il y a un autre livre qui a été écrit. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bernard. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Bernard Werber. Alors on a parlé du passé, du futur à travers vos livres. On parle du présent puisque le 4 octobre dernier, 2018, est sorti un nouveau livre, La Boîte de Pandore. Et je remarque d'ailleurs que depuis quelques années, vos livres sortent un 4 octobre. J'essaie de faire ce rendez-vous d'octobre tout simplement pour que mes lecteurs sachent que le livre existe, même si il n'est pas signalé ailleurs. Et ça crée un rendez-vous aussi un peu comme une fête, la fête des vendanges. Et ben moi, c'est la sortie de mon bouquin. Voilà. Alors la boîte de Pandore, c'est une formule que tout le monde connaît. Dans la mythologie grecque, c'est un symbole de la catastrophe. Et pourquoi ce titre et pourquoi ce livre, Bernard Werber ? Alors, c'est un symbole de la catastrophe ou pas. C'est le symbole de la curiosité assouvie. Zeus offre à Épiméthée, donc le mari de Pandore, une boîte dans laquelle il y a l'indication « surtout ne l'ouvre pas ». Bon après, dès le moment où on dit « surtout l'ouvre pas », il y a la tentation de l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur ? Eh ben, elle va découvrir qu'elle libère tous les fléaux de l'humanité, à savoir la vieillesse, la maladie, la guerre. Mais c'est en même temps, elle sait. Si elle avait jamais ouvert cette boîte, eh ben, elle aurait ignoré. Et le thème de mon roman, c'est que nous avons nous-mêmes, dans notre esprit, une boîte de Pandore qui est notre inconscient, et dans lequel il y a du bon et du pas bon. Mais si on ouvre, on peut comprendre un peu mieux qui on est, on peut comprendre un peu mieux pourquoi on est comme ça. Et a priori, mon idée, c'est que dans cette boîte de Pandore, on va découvrir le souvenir de ses vies antérieures. Et comment est venue cette idée de boîte de Pandore et de ses vies antérieures, Bernard Werber ? Alors la boîte de Pandore, c'est juste sur le fait de quelque chose est caché et qu'on ouvre. Mais d'ailleurs, c'est la même symbolique que l'arbre de la connaissance dans la Bible. Dans la Bible, il est dit que
à Adam et Ève, Dieu dit tu peux toucher tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance. Si tu y touches, tu vas quitter le paradis. Et il y a un moment, forcément, elle y touche toujours, la femme d'ailleurs. C'est une vision très misogyne des textes anciens. C'est l'homme n'ouvre pas, donc et il y a que la femme qui a la curiosité. Mais heureusement qu'elle a la curiosité, parce que comme ça, on sait, et comme ça, l'humanité a accédé à la connaissance, y compris des mauvaises choses. Mais moi, je crois qu'il vaut mieux savoir et souffrir, et aussi en même temps avoir du plaisir, plutôt que ne pas savoir avoir une vie tranquille dans laquelle on reste ignorant. Alors, votre héros, René Toledano, le personnage du livre, assiste à un spectacle hypnose et mémoire oubliée et va se retrouver plongé dans les vies antérieures. Bon, et ça, vous connaissez le sujet parce que vous pratiquez ce que peu de gens connaissent, qu'on appelle l'hypnose régressive, Bernard Werber. D'abord, j'ai rencontré un hypnotiseur dans un salon du livre qui m'a appris à hypnotiser. Puis après, j'ai testé plein de techniques d'hypnose, mais je le teste comme un scientifique testerait des expériences. Et si ce n'est que je m'utilise moi-même pour faire ces expériences, c'est-à-dire je vais chercher mon propre inconscient. Puis les gens, quand ils me le demandent, je leur montre comment ça fonctionne. Maintenant, depuis la sortie de la boîte de Pandore, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de les aider à aller ouvrir leur propre boîte de Pandore, mais je fais bien attention, je leur dis tout le temps, vous allez aller dans c'est-à-dire, ils visualisent un couloir avec les portes numérotées de toute leur vie antérieure, et je leur dis, vous allez ouvrir une porte où il est arrivé quelque chose de très agréable, et vous allez débarquer dans cette vie au moment le plus agréable. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas envie qu'ils se retrouvent à revivre une guerre ou une épidémie de peste. J'ai envie qu'ils, tout d'un coup, ils découvrent un moment joyeux d'une vie joyeuse. Et pour l'instant, je touche du bois. Chaque fois que j'ai proposé aux gens de le faire, ou chaque fois que les gens m'ont demandé de le faire, ils ont toujours eu une expérience positive et agréable, et ils ont eu qu'une envie, c'est y revenir. Alors justement, vous allez encore vous attirer les foudres de quelques critiques qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, c'est pas compréhensible, qu'est-ce que c'est que l'hypnose régressive? J'allais dire, ceux qui ont envie de le faire, ils le font. Ceux qui ont envie d'y croire, ils y croient. Ceux qui n'ont pas envie d'y croire, ils laissent tomber. Mais c'est un outil qui est proposé. C'est comme la psychanalyse, c'est comme la suggestion, c'est comme le rêve lucide. Si on a envie et si on pense que ça peut exister, on le fait. Et puis après, j'essaierai jamais de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Moi, je vois une chose, c'est que quand je le fais, j'ai énormément, ça ressemble à des rêves, mais j'ai énormément de détails. Le seul élément troublant, c'est la masse de détails que je vais ensuite vérifier en allant voir, par exemple, les livres historiques. Est-ce que ces détails correspondent aux informations historiques qu'on a sur l'époque? Alors comment on fait? On s'allonge, on dort, on ferme les yeux? Comment on fait? Alors actuellement, je le fais beaucoup parce que en général, je me réveille vers 2h30 du matin, je ne sais pas pourquoi. Si, en général, pour aller pisser. Et du coup, quand je reviens, je sais, avant de m'endormir, je fais un petit saut pour aller voir mon couloir avec les portes. Et j'ouvre une porte en demandant, par exemple, une vie où j'ai appris beaucoup de choses, ou une vie où j'ai connu une grande histoire d'amour. Toujours quelque chose de positif. J'ouvre la porte. Et puis là, pour l'instant, ça a toujours marché. Je me suis retrouvé au milieu d'un film et à revivre les scènes de ce film. Mais vous savez, chaque fois que je suis allé explorer mes vies antérieures, je me suis aperçu que les vies de nos ancêtres étaient vraiment pas cool du tout et pas sympa. D'abord, on s'ennuyait beaucoup, on voyageait très peu, il n'y avait pas une liberté de mœurs, on mourait jeune. Et il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de divertissement, il n'y avait pas d'eau chaude, quand on devait aller voir le dentiste, il n'y avait pas d'anesthésie. C'était vraiment inconfortable. Je redécouvre en fait le bonheur d'être dans un monde où il y a l'anesthésie quand on va voir le dentiste. Alors, la vie antérieure, justement, plonger dans ces vies antérieures, c'est un phénomène totalement étranger à celles et ceux qui nous écoutent, Bernard Werber. Peut-être pour certains ça peut paraître bizarre, pour d'autres ça peut paraître un monde connu. J'ai juste envie de dire, c'est une voie d'exploration visant à mieux se connaître soi-même. Maintenant, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut utiliser autre chose, la psychanalyse ou je ne sais pas, ou les médicaments ou peut-être des substances qui permettent d'ouvrir les portes de la perception, comme disait Aldous Huxley, mais tout revient à cette idée, comprenne qui pourra, pratique qui voudra. Je ne cherche à convaincre personne que c'est vrai, je suis romancier, je suis juste en train de me montrer peut-être que cet outil peut être un moyen de mieux se connaître soi-même. Parce que les vies antérieures, c'est toujours très contesté. Contesté par qui? L'existence, la réincarnation. Oui, la réincarnation, tout ça. Ça fait plusieurs vies que j'entends que c'est contesté, mais je continue de persister d'y croire. Oui, tout ce qui est pas vérifiable scientifiquement est contestable, et tant mieux. Et tout ce qui est... Après,
tout ce qui est ressenti par le lecteur suffit. Moi, je crois à l'intuition. L'intuition du lecteur qui sent ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. L'important, l'objectif de tout ça, c'est se connaître, mais aussi se détendre. Moi, je vois la première fois où j'ai fait un voyage dans mes vies antérieures, je suis revenu avec la super banane, j'avais le sourire. Je me dis, chouette, j'ai appris un truc qui semble expliquer mes comportements et certains de mes habitudes. Et je me suis dit, mais c'est génial, en plus, ça me permet de faire un roman dessus. Donc, j'y reviens comme une expérience agréable. Vous savez, n'importe quoi, le seul critère, c'est est-ce que ça vous fait du bien. Si ça vous fait pas du bien, si vous êtes méfiant, si vous avez peur, n'y allez pas. Allez-y si vous avez envie. Et c'est un ex-batteur de Johnny Hallyday qui vous a initié à cette hypnose, Bernard Werber. C'est un pur hasard. C'est une amie qui m'a dit, tiens, lui, il le fait bien. Donc, je suis allé le voir. Il m'a dit, détendez-vous. Il m'a dit, quelle vie voulez-vous connaître? J'ai dit, la vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour. Et je me suis retrouvé, dans un personnage qui faisait des ricochets sur la plage avec un galet. Et j'ai su que c'était un moi ancien. Et progressivement, il m'a semblé parce que on n'a pas de preuves, il n'y a pas écrit telle année, tel endroit. Il m'a semblé que c'était l'Atlantide il y a 12 000 ans. Maintenant, ça m'a inspiré plein d'idées romanesques et je suis revenu avec plein de détails de ce monde-là que je présente notamment dans la boîte de Pandore. Alors justement, dans les rêves, on s'en souvient pas, mais la promenade dans la vie antérieure, on s'en souvient, Bernard Werber. Moi, je me souviens de mes rêves, je les note tous les matins. Mais en tout cas, la différence entre mes rêves et ce que vous appelez la promenade dans la vie antérieure, c'est que dans les rêves, c'est incohérent, ça part dans tous les sens et il n'y a pas de logique. Alors que quand j'arrive dans une de mes vies antérieures, c'est comme si je débarquais dans un film. Je peux aller regarder qu'est-ce qu'on mange, je peux aller regarder les rues, les détails des rues, je peux voir comment les gens sont habillés, je peux parler avec les gens. Et tout est cohérent et tout est rempli d'informations difficiles à trouver en dehors de ce voyage dans le temps. Vous avez été soldat en 14-18 dans vos vies antérieures? Non, j'ai été soldat. Non, ça c'est dans mon roman. Oui. Mon personnage se retrouve en soldat en 14-18. Mais en tout cas, j'ai découvert aucune vie comme ça. Et archer du roi en Angleterre? Non, archer du roi, archer anglais. Oui. Je vous dis ça parce que ça ressemble beaucoup à un intermittent du spectacle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant là où il y a des batailles, comme un figurant, on se tient au courant où il y a des films où on engage. Et là, on voit rien de la bataille, on lance des flèches. Et puis après, on attend la paye et on repart. Mais il n'y a pas le youpi, on a gagné, ni c'est pas un match de foot. Une guerre, c'est un boulot. On balance des flèches, on touche de l'argent et on repart. Et jusque-là, avant de vivre cette vie d'archer, j'avais jamais pensé qu'est-ce que fait un soldat après la bataille. En fait, il va dans un autre village pour se tenir au courant où c'est qu'il y a une autre bataille, c'est tout. Et sinon, ils deviennent des brigands. Et ça, vous l'avez vécu il y a très longtemps. 1200. Mais oui, alors c'est une vie où je savais ni lire ni écrire. Alors je me rappelais quand j'arrivais dans les villes, il y avait une pancarte et il fallait que je trouve quelqu'un et dire est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a écrit là? Et c'était très frustrant. Qui osera parler de la frustration de ne pas savoir lire et écrire? En tout cas, peut-être que c'est après cette vie que je me suis dit dans toutes les prochaines vies, j'apprends à lire et à écrire. Vous avez été samouraï aussi, Bernard Werber. Oui, alors c'est une vie qui m'a un peu laissé. Enfin, c'est une vie très bien quand je l'ai vécue, mais au moment de mourir, je me suis dit, je ne fais qu'obéir à mon daimyo, c'est-à-dire mon seigneur, et je n'ai pas pris de décision personnelle. Et à partir de là, je me suis dit, plus personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Bien ou mal, j'assumerai tous mes choix. Et les samouraïs, justement, je ne sais pas si vous savez, il y a très peu de temps, à Versailles, on a rénové une galerie, et il y avait un plafond où il y avait beaucoup de poussière, et on s'est aperçu qu'il y avait un samouraï reproduit sur un plafond de Versailles, et personne, aujourd'hui, les historiens se sont mêlés, les scientifiques, personne ne sait pourquoi il y a un samouraï quelque part sur un mur du château de Versailles. Vous me l'apprenez, non? Ben voilà, il faut peut-être en faire un roman. Et vous avez été aussi femme dans un harem. Alors, ça, c'est des vies que je vais explorer plusieurs fois. C'est-à-dire, une première fois, c'est comme si je débarque dans un nouveau pays. Maintenant, avec le recul, il me semble que c'était de l'ordre de moins 300 avant Jésus-Christ en Égypte. On était une quarantaine de femmes on vivait autour d'un bassin. J'avais été vendu par mes parents alors que j'étais assez jeune. Et l'un des problèmes était que le type qui nous possédait, précisément, ne faisait pas l'amour. C'est-à-dire, il venait, il frimait auprès de ses copains en montant regarder toutes les femmes que j'ai, il nous honorait pas. Et je m'étais fait copine avec un eunuque. Et le soir, on montait sur la terrasse et on notait sur un grand parchemin l'emplacement des étoiles. Et voilà, c'est des souvenirs assez bizarres, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et dans ce livre, La boîte de Pandore, vous dites aussi que vous écoutez de la musique en écrivant, comme par exemple celle-ci. Ce
Supertramp. Ouais, c'est un groupe qui mériterait d'être retrouvé, hein, vraiment. Vous savez qu'il n'a eu aucun succès en France lorsqu'il a démarré. D'abord, les 2 premiers disques ont été des échecs. Et lorsqu'il a fait le Bataclan pour la première fois à Paris, il y avait 8 tickets vendus, dont 6 achetés par l'impresario. Génial. Je trouve ce groupe mythique, et ce morceau Dreamer, la première fois que je l'ai entendu, waouh, ça m'a fait tilt. Ils sont très très forts. Et ce qui est très fort aussi, c'est tout ce que vous avez imaginé pour ce livre. Je pense qu'encore une fois, le public va suivre et que les critiques vont être indifférents, Bernard Werber. C'est mon karma, mais je crois que j'ai choisi. Et on peut pas gagner partout, hein. Donc moi, j'ai toujours voulu écrire pour le public, donc c'est normal que les critiques ne connaissent pas mon travail. Et surtout que les vies antérieures passionnent les gens, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ça passionne les gens qui se posent des questions et qui sont curieux. Mais je crois que la curiosité est la plus belle des qualités, parce que quand on est curieux, au final, on est attiré en avant vers le mystère et on évolue. Le pire, c'est les gens qui croient avoir tout compris ou qui détiennent des vérités, qui du coup stagnent et n'avancent pas. Moi, j'ai l'impression que j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Et vous allez donc continuer à explorer pour vos prochains livres ? Oui, en fait, chaque fois que je découvre quelque chose, ça me donne un roman, et chaque roman me transforme, et comme j'espère qu'il va transformer mes lecteurs, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va ouvrir la conscience. En tout cas, moi, si je rends service à nos auditrices et nos auditeurs, c'est en leur conseillant ce nouveau roman, La boîte de Pandore chez Albin Michel, le roman annuel de Bernard Werber. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie, comme d'habitude, avec passion et avec franchise, et vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio où nous parlons vrai. Merci Jacques. Et dans quelques instants, on retrouve comme tous les jours Brigitte Lahaye, et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à